Une semaine d'actualité politique nationale qui se décrypte sur ESAE Télévision. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de prendre à nouveau le rendez-vous hebdomadaire de votre émission préférée Info Hebdo. Dans un courrier en date du 26 juillet 2017, le préfet du département du littoral, Modeste Toboula, a invité le maire de la ville de Cotonou, Léadi Vinayon Soglo, à prendre part le 28 juillet à la session extraordinaire du Conseil départemental de concertation et de coordination à la préfecture pour une audition sur la situation de la mairie de Cotonou. Cette invitation d'audition de l'autorité municipale intervient après une 4e mission d'audit commanditée par le gouvernement du président Patrice Talon sur la gestion de la mairie de Cotonou. Une session extraordinaire du conseil communal de Ouida s'est tenue ce jeudi 27 juillet 2017 et s'est consacrée à l'élection de Célestine Adjanohou à la tête de la municipalité de la cité historique de Ouida. Sur 19 conseillers que compte la commune, 12 ont répondu à la convocation du préfet de l'Atlantique Jean-Claude Kodia. Seule candidate en lice, Célestine Adjanohou est élue avec 11 voix contre une abstention. Elle succède ainsi à Séverin Ajovi à la tête de la commune de Ouida. La chasse aux faux et usage de faux se poursuit au sein de l'administration publique béninoise sous le régime de la rupture du nouveau départ et du Bénin révélé. En effet, au Conseil des ministres du mercredi 26 juillet, il a été évoqué le point des travaux de la commission chargée de la vérification de l'authenticité des diplômes détenus. Ainsi, 13 faussaires exerçant en tant qu'agents contractuels de l'État au sein de la fonction publique béninoise ont été formellement épinglés. Suite à des audits, ces détenteurs de faux diplômes seront soumis à la rigueur de la loi. Autant de sujets que nous allons décrypter dans ce numéro de Info Hebdo. Et comme à l'accoutumée, je serai accompagné de confrères venus de rédactions diverses. Pour ce numéro, nous recevons pour vous Josué Merouenou, journaliste au quotidien de service public de la Nation, et Raoul Ounsounou, directeur de publication du quotidien Nord-Sud. Sans plus tarder, entamons cette randonnée avec le décryptage. Comme je l'ai annoncé tout à l'heure en titre, le décryptage de ce jour se fera avec Josué Fortuné Merouenou. Josué, bonjour. Bonjour Kader, bonjour aux téléspectateurs de ESAE TV. Raoul Ounsounou, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté tous les deux notre invitation. Alors je commence par vous Josué. À votre avis, que se passe-t-il entre Léadi Soglo et Modeste Toboula? Rien, il se passe rien entre les deux. Je crois que c'est des rapports entre autorités de tutelle et autorités déconcentrées que Modeste Toboula et le maire de la ville de Cotonou, Léadi Soglo, entretiennent. Je pense que chacun est dans son rôle. Le préfet est dans son rôle, le maire également dans le sien, parce que les tests sur la décentralisation sont formels et suffisamment clairs, délimitent le domaine d'action et le champ de compétences de chaque autorité. Le maire est élu et gère la cité. Le préfet est nommé par le chef de l'État et assure l'autorité déconcentrée de l'État au niveau départemental. Et donc, et par la même occasion, le préfet assure la tutelle des communes. Et donc, dans le cadre de la ville de Cotonou, que M. Léadi Soglo dirige, la tutelle est assurée par M. Modeste Toboula en qualité de préfet du département du littoral. Donc, je pense qu'entre les deux, il se passe les rapports qui doivent exister. Alors Raoul, est-ce que vous ne voyez pas un acharnement quand on a déjà envoyé 4 missions d'audit à la mairie de Cotonou pour auditer le maire, sur sa gestion, et que le préfet décide encore pour une 5e fois d'auditer le maire sur la situation à la mairie de Cotonou? Pas du tout. Je crois qu'il n'y a pas du tout de l'acharnement parce que 4 missions, on peut en faire autant. Je ne sais pas s'il y a une loi qui fixe le nombre de missions qu'on peut envoyer à quelqu'un qui gère l'argent du contribuable, qui gère des deniers publics. Partout où il y a des deniers publics, il doit avoir contrôle. Donc je ne pense pas qu'il y ait acharnement. Le préfet est dans son rôle. Vous gérez de l'argent public, on doit pouvoir à chaque moment savoir comment vous gérez. Parce que ce n'est pas votre patrimoine, c'est l'argent public. On doit pouvoir savoir comment vous recadrer au besoin parce que le préfet, n'oublions pas, c'est l'autorité de tutelle. Donc peut-être il y a des ailes par endroit, mais je ne pense pas qu'il y ait d'acharnement. Alors Josué, mais est-ce que dans le cas de figure aujourd'hui, quand on a assisté, on a vu le chef de l'État dire de façon publique que l'État central n'a pas de bon rapport avec la mairie de Cotonou, est-ce qu'aujourd'hui il ne s'agit pas d'un combat politique, est-ce qu'il ne s'agit pas d'une guerre de personnes au détriment, comment on appelle, des intérêts de la population de Cotonou? Non, moi je ne vois pas de guerre de personnes. Et si le chef de l'État, qui est le premier des Béninois, en vient à dire publiquement qu'il n'a pas de bon rapport avec une des 77 communes que compte notre pays, je pense que c'est certainement parce qu'il a eu des raisons de le dire. Et pourquoi il ne l'a pas dit par rapport à la mairie d'Abomey, pourquoi il ne le dit pas
par rapport à la mairie de Agégué? Pourquoi il ne le dit pas par rapport à la mairie de Soava? Pourquoi c'est seulement par rapport à la mairie de Cotonou? Non, si le chef de l'État l'a dit, c'est forcément parce qu'il y a un problème à un niveau. Je pense que ce qu'il faut faire comprendre au maire de Cotonou, c'est qu'il n'y a pas de petite autorité. Toute autorité se respecte, quelle que soit la nature. Même si votre jeune frère ou votre enfant se retrouve en position d'autorité par rapport à vous, à la maison, vous allez faire ce que vous avez à faire. Mais je pense que dans les rapports entre autorités, il n'y a pas de rapport paternaliste, toute autorité se respecte. Et je crois savoir, hein, et ça respecte mon point de vue, il n'y a aucun acharnement sur le maire ou par rapport à la mairie de Cotonou. Lorsque, comme Raoul le disait, lorsque vous gérez les deniers publics, vous attendez à ce qu'on vous demande de rendre compte. On ne peut pas laisser quelqu'un qui gère les deniers publics en disposer comme bon lui semble faire, comme il a envie de le faire. Parce qu'après, il faut pouvoir rendre compte de la gestion qu'on fait. Et si on laisse la situation aller à des pourrissements, je crois que c'est les populations qui doivent se retrouver perdantes de ce qui a été fait. Et donc par rapport à ça, je trouve qu'on peut même envoyer une mission d'audit tous les jours à la mairie de Cotonou pour aller vérifier. Tous les jours, hein. On peut envoyer tous les jours, même on peut en envoyer une le matin, une autre l'après-midi pour aller vérifier ce qui se passe. Tant que c'est l'argent public qui est géré, c'est de bon droit d'aller voir ce qui est fait. Parce que si personne n'est là pour vérifier ce qui est fait des fonds publics ou ce qui est fait au niveau de la mairie de Cotonou, si personne ne va vérifier ce qui est fait à ce niveau-là, on va laisser les autorités disposer de l'argent public comme bon leur semble, pendant que dans le même temps, il n'y a pas de résultats qui sont suivis. La question que je me demande, c'est est-ce qu'aujourd'hui, en tant que citoyen de la ville de Cotonou, nous sommes fiers de la cité dans laquelle nous vivons? Est-ce que ce n'est pas la faute du maire si le maire a été élu de Cotonou sont inciviques? Non, le maire a été élu d'abord en tant que conseiller, pas dans un arrondissement de la ville, dans un des 13 arrondissements de la ville de Cotonou, et après, il a été élu, il a bénéficié de la confiance de la majorité des conseillers qui ont été élus comme lui pour gérer la ville de Cotonou. Et donc à partir de ce moment-là, si nous, citoyens de Cotonou, nous avons des griefs à porter contre une autorité ou contre une personne, je pense que c'est d'abord à notre maire que nous devons nous en prendre. Et je dis qu'aujourd'hui, en tant que citoyens de Cotonou, nous ne sommes pas fiers du cadre dans lequel nous vivons. Alors Raoul, je vous l'ai dit, il n'est pas fier, c'est son avis, de partage. Mais au niveau de cette guerre entre Tobula et Léa Dissoglo, est-ce que vous ne voyez pas quand même que le préfet est en mission, puisqu'il représente en quelque sorte l'État central? Est-ce qu'il n'est pas en mission? Est-ce qu'on ne cherche pas, peut-être comme on n'a pas de bon rapport avec la mairie de Cotonou, parce que Léa Dissoglo, on connaît les antécédents avec Patrice Talon lors de la présidentielle dernière. Est-ce que ce n'est pas qu'on appelle ces antécédents qui refont surface aujourd'hui? Que le préfet soit en mission, je crois que ça va. Le préfet est un commis de l'État. Donc qu'il soit en mission, c'est normal. C'est un homme en mission. Tantan Pion sera préfet, demain il sera en mission. Donc c'est légitime. C'est légitime. Maintenant, parlant d'antécédents, je ne sais pas si Cotonou n'a pas commencé hier, Cotonou n'a pas commencé le 6 avril 2016, Cotonou existait depuis, la gouvernance des Soglo n'a pas commencé hier. On avait vu depuis que la décentralisation, le système, c'est vrai que notre décentralisation au Bénin bat un peu de l'aile, l'État central, les transferts de compétences et tout, c'est pas encore ça, mais il y a des mairies quand même qui travaillent, qui forcent l'admiration. On a vu des mairies faire des expériences qui quand même émergent. Mais est-ce que c'est la faute Oui, allez-y. Mais à niveau de Cotonou, la vitrine du Bénin, on a tout le mal de vivre, de dire à certains, même à Lomé tout près, de dire que je viens de Cotonou, quand on sait que Cotonou... Mais Raoul, est-ce que selon vous, est-ce que c'est la faute à Léa Dissoglo ou bien c'est la faute à la mentalité du Cotonois? Parce qu'il y a des latrines qui sont construites, il y a des travaux d'assainissement qui sont effectués, mais ça n'empêche pas quand même à des populations de toujours uriner au bord des trottoirs, de toujours jeter des sachets, d'avoir un caractère insalubre. Le développement, c'est d'avoir une question de vision. La vision n'y est pas? Je ne pense pas. Je pense pas. Aujourd'hui, je vous donne un simple exemple. La mairie, on crie partout que la ville est sale parce qu'on ne paie pas les structures en charge des précollectes d'ordures. Mais aujourd'hui, les structures travaillent toujours, mais on compte les payer après. Pourquoi on ne peut pas le faire ici? Aujourd'hui, qu'il y a le fouet derrière, on essaie de rendre un peu plus. Ça veut dire que la municipalité manque de financement? Non, je pense pas. Je pense pas. Il faut opérer des choix tactiques quand vous gérez. Quand vous pouvez remplacer des lampadaires dans un marché secondaire de la ville à plus de
des ampoules, pardon, pas des lampadaires, des ampoules simples, à plus de 9 à 15 millions pour remplacer les ampoules. Je pense qu'il y a mieux à faire. Et alors que l'État est en train de s'employer à reconstruire ces marchés. Et donc, c'est pas possible, il y a des choix. La mairie ne paie pas le maire actuel n'arrive pas à opérer les choix judicieux pour la ville. C'est ça d'abord le problème de Cotonou. C'est ça d'abord le problème de Cotonou. C'est votre avis et vous le partagez également. Non, je vais appuyer un peu ce que Raoul dit par rapport à la vision de l'actuelle équipe municipale de la mairie de Cotonou pour constater qu'en termes de vision, c'est vrai que c'est difficile de concevoir que une autorité de cette nature-là n'est pas une vision du développement, mais on a l'impression véritablement qu'au niveau de la mairie de Cotonou, il n'y a pas une vision du développement. Rien qu'à observer la ville de Cotonou, on se rend compte que le maire n'a pas de priorité. Comment est-ce que dans une cité de la trame de Cotonou, il n'y a aucune priorité qui a été définie? C'est-à-dire qu'on peut choisir de faire, par exemple, de la propriété du cadre de ville une priorité. Et sur ce point-là, on observera au moins que le maire fait du bon travail et que tout est au point. Ou alors, on choisit peut-être l'inondation, pour en faire sa priorité, et on constatera qu'à ce niveau, il y a de bons résultats. Mais on constate qu'on fait de l'à peu près un peu partout, et partout à la fois sur plusieurs chantiers, et finalement, il n'y a véritablement pas de résultats. Alors, il faut poser tout à l'heure justement la question à Raoul de savoir si c'est la faute au maire de Cotonou, si les choses se passent ainsi. Je pense que le citoyen de Cotonou ne cherche pas à savoir qui est fautif. À partir du moment où il a mandaté une personne pour accomplir cette mission-là. Mais quelle est sa mission à lui-même? Qu'est-ce qu'il fait pour accompagner celui qui l'a mandaté? Parce que aujourd'hui, c'est quand même facile. Aujourd'hui, quand on finit de manger, on jette le sachet par terre. Quand on finit comment on appelle, on veut uriner, on va... Combien de dépotoirs contre la ville de Cotonou? C'est d'abord ça la question. Combien de... Non, vous avez combien... Vous êtes allé une fois à Accra? J'y suis allé, mais nous n'allons pas focaliser le débat sur la mairie de Cotonou. Non, c'est important, puisque vous avez lancé le débat par rapport à la mairie de Cotonou. Il faut permettre qu'on fasse le débat par rapport à la mairie de Cotonou. Lorsque vous prenez sur un rayon de 200 à 3 mètres aujourd'hui dans la ville de Cotonou, il faut compter combien de poubelles. D'ailleurs, la même mairie a de la difficulté à venir ramasser les ordures. Vous pensez qu'il y a une population qui prend du plaisir à aller déverser les ordures sur les terre-pleins centraux? C'est parce qu'il n'y a pas de choix, c'est parce que la population finalement n'a pas de choix. Et donc, par rapport à ça, par rapport à la gestion des ordures, par exemple, je pense que la mairie, elle est totalement défaillante. La question des moyens ou tous les autres problèmes qui sont posés. Non, la question des moyens ou toutes les autres préoccupations qui sont posées viennent après. Mais d'abord, il faut que les populations sentent qu'au niveau des élus de la ville, il y a une volonté, il y a une ambition de faire. Ce qui aujourd'hui fait cruellement défaut. C'est d'abord ça la question. Et c'est même pas la peine d'aller prendre des exemples dans d'autres capitales pour demander ce qui se passe. Le nettoyage des rues de Cotonou. Vous êtes fiers quand vous passez dans la rue de Cotonou de constater que c'est du sable, c'est des ordures, c'est ça qui vous accueille partout. Et les rares fois que la mairie se décide de faire le nettoyage, on attend 8 heures, peut-être 10 heures, pendant que la circulation est totalement bouchée, où les gens sont pressés d'aller à leurs occupations. C'est à ce moment que la mairie de Cotonou déploie des agents Je pense qu'on a compris. On a compris que... Non, il faut qu'on en parle. Je vais donner... parce que... Je vais donner un exemple rapidement. On est en train de célébrer le 1er août là. Mais la mairie a été incapable de choisir, parce qu'on doit boucler la zone, le boulevard des Armées, qui tend jusqu'à Étoile Rouge. Mais c'est l'état-major qui a choisi les voies de contournement. Or, c'est du ressort de la mairie, normalement. Ça dit quoi? Ça dit qu'il n'y a même pas une collaboration, on ne s'intéresse même pas à ce que la population... Vous avez vu, je suis même venu à cette émission en retard, de ce fait, de cette désinvolture de la mairie. Et je veux ajouter, quand le citoyen... L'incivisme vient du fait, du constat du citoyen que les ressources sont mal gérées. Quand on parle de mauvaise gestion, ce n'est pas seulement financier. Mais quand vous voyez par exemple que vous contribuez au développement local, vous payez peut-être vos impôts,
Mais jamais on vient balayer vos rues. Je dis, bon, ok, je commence pas à constituer des tas d'ordures là. Donc l'incivisme vient aussi de ce fait-là. Quand l'exemple se donne en haut, je crois que le citoyen est obligé de suivre. Ok, on vous aura compris. Alors Célestine Adjanaron, élu maire de la commune de Ouidah. Vous coupez le débat. Je ne coupe pas le débat, je pense qu'on doit évoluer dans le... Non, je vais donner un dernier exemple. Je vais donner un dernier exemple. Non, Raoul, s'il vous plaît, je vais donner un tout dernier exemple pour illustrer. Non, on vous a compris. Le cas de la ville de Cotonou. Vous connaissez le tronçon qui mène au domicile du maire de la ville de Cotonou? Oui. Vous connaissez, vous voyez l'État? Oui. Vous voyez l'État? Quelle autorité municipale de cette trempe-là est fière de sortir tous les matins de chez lui et d'emporter un tronçon comme celui-là pour aller à son travail et n'est pas du tout gêné? Mais il y a des enjeux de taille peut-être que nous on ne maîtrise pas, Josué. Les enjeux pour lesquels Yari Songlo a été élu, je pense que c'est de développer la ville de Cotonou, de mettre à l'aise les citoyens de Cotonou, de rendre attrayant le cadre de vie à Cotonou, et on constate avec les enjeux de taille, que depuis des années, il n'y parvient pas. Les enjeux de taille, c'est peut-être, vous me parlerez de l'inondation, mais faites le bilan des 3 CI. Même par rapport à l'inondation, c'est flop, il n'y a pas d'acquis. On parlera parce que le problème de l'inondation, moi je suis de ceux qui pensent que ce n'est pas seulement la mairie qui va régler, l'État central doit pouvoir y mettre du sien pour qu'on règle ce problème, parce que c'est plus grand que la mairie. Mais je pense déjà, quand la mairie n'arrive pas à utiliser le peu de ressources et mis pour, comment dirais-je, contenir ce problème-là, ce phénomène, je crois que c'est criard. Chaque fois, les passations de marché autour des 3 CI, les salles de remblai et tout, vous avez vu les conseillers dénoncer que il y a les conseillers, c'est d'ailleurs en parlant des conseillers que je veux quand même qu'on aborde le cas de la ville de Ouidah, où Célestine Adjanaron a été élue maire de la ville de Ouidah. Josué, est-ce que véritablement aujourd'hui la commune peut prendre un nouveau départ? Non, je pense que ce qui est arrivé à la commune de Ouidah va arriver dans beaucoup d'autres communes, et pourquoi pas même à la commune de Cotonou, parce que lorsque vous avez des maires qui n'incarnent aucune vision de développement, souffrez qu'à un moment donné, parce qu'il n'y a pas que le maire qui soit comptable du bilan de la mandature. Est-ce qu'il n'incarne pas? En fait, c'est tout le conseil communal qui répond après, parce que c'est des conseillers qui ont peut-être envie de rempiler. Et donc, lorsque le maire fait en sorte que tout le conseil communal n'ait aucun résultat tangible, souffrez qu'à un moment ou à un autre, que les conseillers décident de prendre les taureaux par les cornes, de prendre leurs responsabilités. Parce que si vous êtes, on fait de vous le leader, et que vous manquez de vision, vous manquez d'ambition, ceux qui sont derrière vous sont obligés à un moment donné de vous dégager pour faire appel à quelqu'un d'autre. Je pense que c'est ça. L'exemple de Ouidah n'est pas isolé. Ce n'est pas la première fois que dans une localité de notre commune, des conseillers décident de dégager un maire et de le faire remplacer par un autre. C'est vrai que, bon, parfois il y a des dessous politiciens qui ne sont pas toujours bien séants. Mais il faut d'abord que vous incarnez une vision. Et lorsque vous prenez aujourd'hui l'exemple de la ville de Cotonou, c'est identique à l'exemple de la ville de la commune de Ouidah. Les deux villes se ressemblent d'une certaine manière. Vous ne sentez pas qu'il y a une autorité, vous ne sentez pas qu'il y a un pouvoir décentralisé, qu'il y a un pouvoir local qui travaille à satisfaire les ambitions des populations. Et donc c'est ce à quoi nous assistons. Donc je dis avec beaucoup de regret, je fais partie de ceux qui ont pensé que le maire Séverin Adjovi, au regard de son parcours, de son expérience, de son CV, même de son carnet d'adresse, pouvait beaucoup apporter aux populations de Ouidah, mais malheureusement on a constaté qu'il n'a pas été à la hauteur de la tâche. Ces conseillers ont décidé de le faire remplacer par quelqu'un d'autre. Est-ce que Célestine Adjanaron est à même de relever le défi? Je pense qu'elle sait, elle-même, Célestine Adjanaron. Ce n'est pas une guerre de personnes, par hasard. Non, il faut qu'on n'a pas de... Ça peut être une guerre de personnes, ce n'est pas faux, mais lorsque... Mais est-ce que le développement de la commune de Ouidah, Raoul, doit être une guerre de personnes? Non, même lorsque vous parlez de guerre de personnes, c'est-à-dire que les guerres de personnes, ça ne peut pas manquer, les crises de leadership ne peuvent pas manquer. Mais c'est une manière de prévenir ces crises-là, que soi-même en tant qu'autorité, faire en sorte que les gens ne puissent pas vous prendre à partie sur des choses aussi simples. Lorsque vous êtes un maire et que vous favorisez votre entourage, vous favorisez la gabégie, vous favorisez la mauvaise gestion des ressources financières, vous gérez mal les ressources humaines, vous n'avez pas de bon rapport avec vos conseillers, vous n'avez pas de bon rapport avec votre administration, à un moment donné, les gens finissent par être fatigués. Et lorsque les gens sont fatigués, la seule alternative qu'ils trouvent, c'est de vous dégager. Je pense que c'est ce qui est arrivé à Ouidah et qui va peut-être arriver encore ailleurs. Oui, Raoul, vous le réagissez tout à l'heure? Guerre de personnes, moi je crois que oui. Je crois que oui, parce que vous avez suivi le maire, osons le dire, vous avez suivi le maire sur une télévision de la presse qui au lieu de parler du développement,
dans un droit de réponse du développement de la commune de Ouidah. De la commune de s'est attaqué à celle-là qui l'a succédé actuellement. C'est attaqué à sa personne. Donc, osons le dire, il peut y avoir guerre de personnes à Ouidah. C'est pas encore grave. Parce que on doit cesser de faire de notre décentralisation un refuge des gens qui n'ont besoin que d'honneur après avoir échoué ou bien qui sont finissants sur le damier politique. C'est le cas de certaines mairies que dirigent ce qui reste des PDG et PCA de partis politiques existants. Donc, on parlait tout à l'heure de Cotonou, on parlait de Ouidah avec Adjoli, président du RDL, Vivotin et tout. Donc, on ne peut pas continuer dans un contexte où nos villes ont besoin d'amorcer un réel développement, confier nos mairies à des gens qui ne voulaient que des honneurs et qui ne font que de la politique. C'est vrai que la gestion de la cité doit être confiée, relève du ressort du politique, mais ce n'est pas que de la politique politicienne. C'est pas de ça qu'on a besoin pour développer nos communes. On a besoin d'acteurs engagés, des gens qui veulent développer réellement la ville. Et Ouidah est une grande commune. Donc Ouidah, il y a des trucs que Ouidah ne mérite plus. Josué, est-ce que vous êtes de ceux qui pensent que le pouvoir talon a quand même son implication dans la crise qu'a traversé récemment la commune de Ouidah, le conseil communal de Ouidah? Moi, je ne sais pas si le pouvoir talon a une main ou a une... C'est vrai qu'à ce niveau, on n'a pas affirmé de façon publique qu'on n'a pas de bon rapport avec la municipalité. Est-ce que c'est la première fois qu'il y a crise à la mairie de Ouidah? Je pense que non. Sous d'autres régimes, la mairie de Ouidah a connu des crises. Donc ça suppose que les autres fois où la mairie de Ouidah a connu des crises... Mais peut-être on a bénéficié de l'égide. Non, je pense que c'est un faux problème. C'est à la fois un faux problème et un faux procès de penser que chaque fois qu'il y a une difficulté au niveau de... Alors, on va dire quoi finalement? On dit aujourd'hui que s'il y a difficulté, si les conseillers haussent le ton au niveau de la mairie de Cotonou, c'est parce que le pouvoir y a mis ça, mais parce que le régime n'entretient pas de bons rapports n'entretiendrait pas, je vais dire, de bons rapports avec la mairie de Cotonou. Et que c'est parce que le maire ferait de la résistance par rapport au projet du Grand Nokoué que le gouvernement a envie de déployer au niveau de la ville de Cotonou. D'accord, soit admettons cela. Alors au niveau de la ville de Ouidah, ce n'est pas pareil. Le maire de Ouidah a été entièrement favorable à tout ce qui a été décidé dans le cadre du Grand Nokoué. Alors pourquoi alors? Il avait peur. D'accord, il voulait échapper, mais néanmoins. Non, admettons qu'il avait peur et qu'il a, à cause de cette peur-là, il a donné sa caution pour que tout se passe bien. Alors pourquoi alors aujourd'hui finalement on décide de... Voilà Léadi qui a été contre, qui est toujours en place, et Adjovi qui a donné une caution qui se retrouve. Donc vous voyez que c'est des représailles. Donc, non, il était trop tard, il a payé le coup d'être trop tard. C'est de faux problèmes, c'est de faux arguments. Mais est-ce que Célestine fera le job? Est-ce qu'elle a le profil pour le job? Kader veut revenir d'abord en arrière pour dire nous sommes en politique. Qui est de main visible ou invisible derrière, que ce soit pouvoir ou pas, souffrez qu'après, quand un nouveau pouvoir vient, qu'il installe ses ordres. Ça, c'est un. Deux, après la présidentielle de 2016, c'était évident, les turbulences qu'on a au niveau des conseils communaux, c'était évident qu'on les ait parce que il y a quand même un changement au niveau de la classe politique. Il y a une nouvelle race de politiciens qui s'installe, il y a un redéploiement, les dés se déplacent. Donc, qui est main du pouvoir ou pas, moi je ne crois pas. Mais la question que je me pose, le maire de Ouidah, qui est-ce qu'il a soutenu pendant la présidentielle? On ne sait pas. Tantôt, on l'a vu s'afficher avec Mbedi et avec Adjavon. Une nuit, on nous a dit qu'il a basculé du côté de Zizou, tantôt on le sous-sol du côté de Talon. Donc celui-là, par exemple, je ne sais pas qui sera contre lui et réellement, parce qu'on ne peut même pas le situer dans le temps. On ne sait pas ce qu'il a fait, on ne sait pas qui il soutient. Donc pourquoi, tout go, on dirait que c'est le pouvoir qui est contrôlé? Je ne pense pas. Il fait les frais de sa mauvaise gestion. Vous n'êtes pas sans savoir l'histoire même les sous de tombe, les recettes de vente de l'argent des morts. L'argent des morts a été volé à Ouidah. Et donc, je crois que tout ça, ça doit être sanctionné, même si ce n'est pas par lui, c'est sous sa gestion. Donc, je crois que c'est ça qui est sanctionné. Mais est-ce qu'aujourd'hui, Célestine pourra faire le job? Est-ce que Célestine pourra relever le défi? Célestine a été, vous n'oubliez pas, Célestine, même si il y a un boulet qui lui colle à la peau, la FSBE qui lui colle à la peau, voilà. Même elle a un passé, elle a déjà géré, elle a été directrice SBE et elle a été députée à l'Assemblée, donc elle, en matière politique, en matière de gestion administrative, elle s'y connaît. Donc,
on ne peut pas, je crois que nous, tout le mal qu'on peut lui souhaiter, c'est qu'elle réussisse. Il y a une énorme pression sur les épaules de Célestine Adjano. Je pense que le tout nouveau maire de la ville de Ouidah n'est pas sans le savoir. Parce que lorsque vous venez, lorsque vous bénéficiez sur un conseil communal de 19 personnes, de la confiance de 11 personnes qui décident dans des conditions comme ça, malgré tout ce qui se disait, de vous confier les rênes de la localité, on a une obligation de compte rendu, on a besoin de montrer que ceux qui vous ont fait confiance n'ont pas eu tort. Je pense que c'est ça que Mme Célestine Adjano a aujourd'hui l'obligation de démontrer. Les populations de Ouidah lui ont fait confiance, on va dire, parce qu'elle a bénéficié de la majorité des... C'est la population, le conseil communal. Le conseil communal est l'émanation de la population de Ouidah, donc ça, les deux se rejoignent. Ce que je voudrais dire, c'est que mieux qu'elle, il n'y a personne d'autre pour être conscient de l'enjeu que représente le fait qu'elle soit portée actuellement et dans ces conditions-là à la tête de la mairie de Ouidah. Donc elle sait ce qu'elle a comme pression au dos, elle sait ce que les populations attendent d'elle, elle sait ce qu'elle a fait comme travail. Je pense que nous, ici, sur ce plateau, on n'a rien à lui apprendre, on n'a même pas de souhait à lui formuler. Elle sait, elle connaît le job, elle connaît l'ampleur du job et puis bonne chance à elle. Alors Raoul, on ne va pas finir cette émission sans évoquer ce sujet qui a fait l'actualité tout au long de la semaine. C'est l'histoire relative aux 13 faussaires détenteurs de faux diplômes dans l'administration publique. Qu'est-ce que cela vous inspire? Moi, je suis un peu maître que ce soit seulement 13 qu'on a trouvé. Parce qu'il y en a plus. Parce qu'il y en a plus. Et malheureusement, parmi les 13, je crois qu'il y a un qui fait beaucoup de vues depuis quelques temps. Voilà, exactement. Qui se justifie. Qui se justifie. Donc, ça, il dit, on peut encore douter peut-être du job fait, ou bien on peut continuer par dire que... La commission chargée de la vérification de l'identité des diplômes. On peut continuer par dire que le job n'est pas bien fait, parce que je pense sincèrement qu'il y en a plus. Ah bon? Vous pensez aussi qu'il y en a plus? Oui, non, 13 faussaires, c'est mieux. Bon, ben, il faut dire que c'est une liste qui évolue. Dans le temps, on avait assisté à des listes de plus d'une centaine de personnes dans le passé, mais je pense qu'il y en a plus. On n'en avait peut-être pas... on n'avait peut-être pas l'impression de l'ampleur du mal, mais je pense qu'il y a beaucoup de faux diplômes dans l'administration, dans toutes les administrations, parce qu'aujourd'hui, l'attention est focalisée sur l'administration publique, parce que les autorités publiques ont décidé d'assainir de ce côté-là. Je crois que si les chefs d'entreprise ou les acteurs du secteur privé décident également de fouiller au niveau de leur personnel pour voir, c'est sûr qu'on en trouvera également à d'autres niveaux. Mais je trouve que 13, c'est vraiment mineur. C'est tellement insignifiant par rapport à l'ampleur du dame que j'ai bien envie que la commission aille au-delà. En fait, on peut généraliser, on peut en faire quelque chose de systématique et contrôler tous les agents de l'administration publique, quel que soit le niveau, qu'il s'agisse des agents permanents, des agents contractuels ou même des agents conventionnés, si on veut. On peut fouiller à tous les niveaux pour savoir si véritablement il n'y a pas d'autres. Ce qui est sûr, il y en a d'autres. Puisque chaque fois que les contrôles sont faits, on décèle des faussaires. Donc ça veut dire qu'il y en a d'autres. Il faut qu'on aille au-delà. 13, je trouve que c'est trop peu. On peut frapper encore plus. Mais Raoul, est-ce qu'ils sont réellement tous faussaires? Est-ce qu'ils sont vraiment tous faussaires? Parce qu'il y a des gens qui ont subi des formations dans les écoles qui n'étaient pas adaptées aux formations dans lesquelles ils ont été formés. Et ça, c'est la faute quand même au système de l'enseignement supérieur qui n'a pas su réguler, comment on appelle, l'ouverture des universités privées. Oui, mais je crois qu'à un moment donné, il y a souvent, comment dirais-je, une équivalence de diplôme. Qui se fait. Il y a une équivalence de diplôme qui se fait. Je crois que ils l'ont fait. Il y a beaucoup qui l'ont fait. Je ne pense pas que si les 13 là sont dans ce cas, je ne pense pas qu'ils soient les seuls qui aient fait des écoles qui n'aient pas qualité à former de cadres sur ça, mais je crois qu'il y a des équivalences qui sont faites. Le problème qui se pose, c'est qu'il y a le faussaire un peu partout. Aujourd'hui, d'abord, on fraude pour aller dans la fonction publique. Moi, la fonction publique, on fraude? Oui, on fraude pour aller à la fonction publique. Oui, même, c'est ça qui donne. Indépendamment de ça, il y a la vente des concours frauduleux et tout. Donc, en fonction publique que nous, on déconseille à d'autres personnes, peut-être je vais dire le contraire. Mais je pense que déjà, si c'est le fait qu'on encourage les jeunes, que le bonheur, c'est travailler quelque part, avoir une retraite et on est salarié chaque mois et tout. Le bonheur, c'est là. C'est ça qui amène peut-être cette forte propension de fraude pour aller à la fonction publique. Je crois qu'il faut quand même éduquer
la jeunesse d'aujourd'hui à l'entrepreneuriat et lui montrer que l'État n'est pas le seul pouvoir d'emploi. L'État employeur doit cesser d'exister. Vous avez envie de réagir par rapport à Non, pas forcément réagir. Je pense que c'est une question de choix. C'est une question de choix. Il y en a qui se sentent à l'aise dans l'entrepreneuriat, il y en a qui se sentent à l'aise dans la fonction publique, ainsi de suite. Toujours est-il que l'État a besoin d'employer des personnes, a besoin d'employer des Béninois pour faire tourner l'administration, pour travailler, pour satisfaire les besoins des populations, ainsi de suite. Mais cela ne peut pas justifier le fait qu'on se fasse passer pour ce qu'on n'est pas. Parce que je pense que c'est dans ce cas de figure que nous sommes. Les gens qui n'ont pas obtenu des diplômes font croire qu'ils sont détenteurs de tels diplômes et se font payer en conséquence, ou se font recruter et vivent impunément sur le dos de contribuables. Je pense que le système de dénonciation ne doit pas s'arrêter seulement à ça, collecter les faussaires, les dénoncer. Non, il faut pouvoir sanctionner, il faut sanctionner sérieusement, il faut sanctionner au pénal et après le faire rembourser à ceux-là tout ce qu'ils ont impunément perçu au niveau de l'administration publique, parce que c'est également ça. Il faut faire en sorte que d'autres personnes n'aient plus jamais envie de venir présenter des faux diplômes, quel que soit le niveau, pour se faire passer pour ceux qui ne sont pas. Alors, je m'en vais mettre un terme à cette émission, mais quand même, bientôt, dans quelques jours, nous allons célébrer la fête de l'indépendance. Raoul, est-ce que ça se prépare bien? Moi, je suis de ceux qui pensent qu'après 57 ans, on ne doit pas continuer par assister à ce folklore où on fait un défilé militaire, avant on faisait un défilé civil et tout. Moi, je m'inspire. Qui fait saigner la caisse de l'État. Oui, je m'inspire de l'exemple tanzanien où le président, le 1er août, a demandé à tout le monde de prendre les balais de nettoyer la ville. Pourquoi on ne ferait pas ça? Josué, alors le 1er août. Non, c'est pareil. Et puis, il n'y a pas vraiment. On assiste à une ritournelle. Chaque année, quasiment, à défaut d'avoir les mêmes personnes, c'est le même schéma. C'est les Indiens vétus de Conésime. C'est les mêmes personnes, le même schéma classique. On fait la peinture. Où les gens viennent. Bon, ça permet au fond de l'autre d'avoir un peu. Mais par rapport à la célébration tournante, est-ce que vous ne voyez pas quand même que ça de la c'est une question de moyens. La célébration tournante, d'abord, c'est une question de moyens. Parce que pour faire cette fête-là, aujourd'hui, bon, quand c'est Cotonou, c'est un peu plus facile parce que c'est aisé de mobiliser le personnel militaire à Cotonou et de le faire rapidement. Mais s'il faut déplacer toute la théorie qu'on observe dans la préparation de cette émission-là, s'il faut déployer ça de tout, puisque tout est concentré à Cotonou, il faut tout déployer de Cotonou et amener ça dans une autre ville à l'intérieur du pays. Vous voyez un peu ce que ça coûte en termes de logistique et en termes de moyens. Et donc, bon, depuis quelques années, on nous a habitués à la célébration dans la morosité. Je suis contre la fête tournante. Je pense que la fête tournante a l'avantage peut-être de permettre à d'autres populations de vivre un peu la chose. Tout ce qu'on a fait, c'était de la gabégie. La fête tournante. Qu'est-ce qui a fait de la gabégie? Souyaï, c'était de la gabégie. Allez voir les logements sociaux abandonnés. C'est des refuges de délinquants et de reptiles. Donc, allez voir. Mais ce que je pense. Les municipalités concernées devaient quand même prendre le relais. Non, ce que je pense, c'est l'État central, c'est une initiative de l'État central. Et vous savez que les municipalités ont déjà tellement de problèmes que de mettre de l'argent dans les logements sociaux. Vous êtes conscient qu'ils ont tellement de problèmes? Maintenant, ce que je pense, la fête doit se célébrer à Porte-Nouveau, point barre. Il n'y a pas mieux. C'est la capitale. Merci à vous, Raoul Onsounou. Merci à vous, Josué Fontenay-Meounou, pour ces riches échanges. Mesdames et messieurs, c'est tous ces mots que je mets un thème à cette édition de ce jour. Merci de nous avoir suivis. Le rendez-vous est pris pour le samedi prochain pour un autre numéro avec d'autres confrères. D'ici là, portez-vous bien et agréable week-end à vous.